Salut, c'est Marley Ipti. On se retrouve pour ce nouvel épisode d'Entre nous, le format interview dans lequel des étudiants entrepreneurs nous parlent de leur parcours, leurs réussites, leurs échecs, mais aussi leur vie perso et leur organisation d'étudiants entrepreneurs. Alors si t'es étudiant et que t'es passionné par l'entrepreneuriat, cet épisode est fait pour toi. Étudiante en France mais aussi aux États-Unis, elle adopte sans s'en rendre compte les bons codes pour trouver facilement stage, alternance et job. Après une prise de conscience de cet avantage, elle décide de partager ses conseils en ligne sur Instagram. Résultat, la demande est bien présente et elle crée une communauté en ligne autour de la compréhension du monde professionnel. Aujourd'hui, elle compte plus de 18 000 abonnés et elle développe Étudiante Marron, une entreprise B2B2C des formations professionnelles ainsi qu'une agence de recrutement en entreprise. On accueille aujourd'hui Princia Annie Sumbu Ikore. Salut Princia, salut Marley. Comment vous allez? Hello, ça va super, Salut. Moi aussi, ça va très bien. trop cool. Est-ce que tu peux compléter rapidement ce que vient de dire Ipti et te présenter en quelques mots? Écoute, Ipti, elle a fait un bon petit point sur moi. Peut-être le seul point que je peux compléter, c'est que, comme tous les étudiants, moi j'étais très... Donc moi, à la base, je me voyais pas faire forcément de l'entrepreneuriat. Donc vraiment, quand j'ai lancé ma page Instagram, le but c'était vraiment juste de partager. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les questions qu'on me posait, c'était vraiment tourné autour de comment est-ce qu'on faisait pour rechercher de l'emploi. Et en fait, ma communauté, j'ai vraiment construit comme ça, par rapport aux besoins de mes abonnés. Et je suis arrivée sur le recrutement et même les conseils par rapport au monde pro, parce que c'est finalement mes abonnés qui me l'ont demandé. Ok, trop cool. Et du coup, avant d'en arriver là, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours en partant du lycée jusqu'à aujourd'hui là? Très bien. Alors moi, au lycée, contre toute attente, j'ai fait une seconde générale, parce qu'à la base, je pensais que je ferais plutôt une voie professionnelle, au vu en tout cas, des résultats que je pensais avoir. Et en fait, l'année d'avant, j'ai super performé, donc ça fait que je me suis retrouvée en seconde générale. Et je pensais pas que ça me correspondait, mais finalement si, parce que j'avais encore des bonnes notes, donc j'ai continué comme ça. Ensuite, je devais faire le choix entre ES, S, L, et moi j'avais un profil plutôt assez équilibré. Donc il y avait des semestres où j'étais plus forte en maths, des semestres où j'étais plus forte dans les matières littéraires, et donc je me suis dit j'ai pas envie de choisir, donc j'ai pris ES. Donc je suis allée en ES, j'ai passé mon bac de français. Moi j'ai toujours eu ce côté-là, vu que j'étais pas très très bonne élève avant et que là je découvrais que j'étais bonne élève, et j'avais trop ce souci-là d'être parfaite, de trop bien réussir mes études. Donc je travaillais vraiment à fond. Genre le bac, je l'ai préparé en première, on va dire. Et donc on va dire les résultats du bac de français, c'était plutôt correct, mais moi j'étais déçue. C'était des bonnes notes en vrai. Bon, moi j'ai fait tout un pataquès, mais c'était des bonnes notes. Ensuite, arrivé au bac, en terminale ES, donc j'ai eu mon bac avec mention, j'étais plutôt contente. Je pensais que j'aurais une mention très bien, donc j'étais très déçue quand même, mais j'ai eu mention bien, donc bon, ça va quand même. Et ensuite, j'ai fait 3 ans de classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Là, c'était la décadence. Alors là, pas de life, mes notes au plus bas, genre c'est catastrophique. Et vraiment, franchement, au cours de mes 3 ans de prépa, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Est-ce que vraiment, finalement, est-ce qu'on m'aurait pas menti durant toutes ces années que j'étais forte alors que je suis trop nulle? Enfin, vraiment, je me trouvais nulle. Et au final, je suis restée quand même 3 ans dedans, en me disant, mais si je fais pas prépa, qu'est-ce que je fais? Et pour un prépa, c'est vraiment une énorme question parce que on se dit la fac, nos profs nous découragent assez d'aller à la fac. Ils nous encouragent plutôt à aller dans une école, peu importe celle qu'on a. Mais moi, l'école que je voulais, c'était la première. Je suis là, ouais, soit j'ai la première école de commerce, sinon rien, je veux rien d'autre. Et donc arrivent les résultats, donc j'ai pas l'école que je veux, j'ai pas la première, j'ai la 10e, donc Cage Business School. Et là, je me dis, j'ai pas envie. Alors, j'ai pas envie d'y aller parce que je pense que je pouvais faire mieux. Et vu tout le travail que j'ai donné, je méritais d'avoir mieux. Donc je suis allée à la fac, tout le monde m'a dit que c'était la folie, qu'il fallait pas y aller, que j'avais une très bonne école. Et je suis allée à la fac, et à la fac, franchement, c'est le moment où j'ai le plus eu le temps de me poser et de réfléchir à ce que moi je voulais construire. Et donc l'année d'après, j'ai décidé de postuler à des écoles de commerce, mais aussi à quelque chose de nouveau. Donc c'était un programme spécial pour aller étudier à Berkeley, et c'est un programme sur l'entrepreneuriat. Donc tout ce qui m'attirait pas.
Et je me suis dit: «Bah tiens, je vais postuler à ça, on va voir». Et jackpot, bah, j'ai été prise, dans ce super programme. En plus, il restait plus qu'une place. Et Mmh. donc j'ai été prise et je me suis dit: «Oh là là, pourquoi tu as pris entrepreneuriat? Tu aimes pas ça?» Enfin vraiment, moi, j'étais la fille, je vais être salariée, quoi. Je vais être Ouais. salariée, monter les échelons, j'ai pas envie d'avoir un projet, c'est trop difficile et puis même ça m'intéresse pas. Donc je Mmh. vais aux États-Unis et là-bas, bon, ils rêvent tous d'être entrepreneurs. J'arrive et tout le monde me dit: «Tu veux faire quoi plus tard?» «Entrepreneur» et toi? «Entrepreneur». C'est soit entrepreneur, soit millionnaire. Je suis là: «Ah, millionnaire, c'est un métier. Bon». Bon, sur le «Tu veux être quoi? Millionnaire». «Ah, d'accord». Mmh. Et moi, j'étais là un peu perdue parce que je me suis dit: «Mais c'est trop bizarre, les gens ici, ils veulent pas être salariés». Et Ouais. même ceux qui voulaient être salariés, à côté, ils avaient tous des projets. Mmh. Et j'étais là en mode, en fait, je suis la seule gueugue à pas vouloir faire de projet ou à juste vouloir travailler, quoi. Et Ouais. j'avais un prof qui est super, enfin franchement, il est toujours super. Et en fait, il faisait des séances personnalisées avec chaque élève. Donc moi, en fait, il me disait: «C'est super et tout». Je vous parle juste d'une séance qui m'a marquée. Il me dit: Mmh. «C'est super, tu vas être salariée, tu veux devenir directrice, nanana». Et là, il me pose la question: «Est-ce que tu penses que le monde a besoin de directeurs ou de leaders?» Et je me suis dit: «Bah». Je me suis dit: «Lui, il me pose une fausse question parce que c'est sûr qu'il va dire directeur, on va tous dire leader». Et je me suis Mmh. dit: «Lui, il abuse». Il me disait qu'en fait, au vu de tout ce qu'on échangeait, de ce qu'il voyait chez moi, le potentiel, il me disait qu'il y avait plus, il me disait qu'au niveau de la force et de mes aspirations, de mes valeurs ou même de mes ambitions, ça correspondait plus à du leadership et qu'il fallait plutôt que je cherche ma voie du côté du leadership et trouver un projet. Moi, non. Clairement, je voulais pas. Et Mmh. ensuite, il m'a dit: «Bah, écoute, fais comme tous les étudiants, teste au moins. Fais un projet comme ça, il me dit: «Si tu es intéressé par l'argent, essaye au moins de faire un petit projet». J'ai essayé de faire un petit projet qui s'appelait Airgoal, donc c'était sur les cheveux. Bon, ça a eu son petit succès, franchement, j'étais choquée. J'étais là en mode: «Ah ouais, les gens, ils s'intéressent et tout». J'avais fait un sorte de questionnaire et Mmh. en une journée, 300 personnes ont répondu. Ah J'étais là en ouais. mode: «Ah ouais, purée». Tu as fait le Et double non, du et ça minimum en une ouais, journée. et ça continuait et tout, et il y avait des entreprises qui me contactaient, j'étais là: «Quoi?» Alors que c'est même pas un truc c'est que des slides, hein, le truc. C'était Mmh. même pas, abouti ou quoi, et j'ai même pu pitcher mon projet à un investisseur. OK. Donc j'étais là en mode: «Il y a même un investisseur qui prend son temps pour écouter mon truc là, qui tient Mmh même mh, pas mmh. debout». Bon, du coup, durant l'entretien, il avait vu que ça tenait même pas debout mon truc, il a dit: «Mais est-ce que vous avez fait des recherches?» «Non». Et du coup, c'était excellent, mais ça m'avait étonnée, j'avais trouvé ça hyper, Mmh. challengeant et hyper amusant d'avoir fait toutes ces avancées-là. Alors Mmh. que déjà pour arriver devant un VC, bah, je sais qu'il y en a qui font Ouais, ça, et ouais. moi j'ai eu une facilité incroyable. Je me suis dit: «Waouh, effectivement, c'est sympa, je pourrais peut-être continuer à faire ça». Mmh. Donc quand je suis en France, oui? Enfin, non, j'étais en train de me dire, c'était à UC Berkeley et donc c'est du côté de Los Angeles, donc toute la côte ouest, pas trop loin de Los Angeles. C'est un peu le berceau de C'est l'entrepreneuriat ça, et c'est tu as ça. vraiment, limite été, baptisée, immergée Ouais, ouais. complètement, dans cette soupe Mmh, mmh et mh. c'est ouf, en fait. Parce qu'on voit ça de loin, on sait pas Ouais, ouais. quels peuvent être les effets, tu vois, sur quelqu'un qui est même pas intéressé par l'entrepreneuriat. Ah ouais, franchement, moi j'ai bien aimé, et surtout ce que j'ai aimé, je trouve en France quand même l'entrepreneuriat, je le voyais comme un truc pour hommes. C'est pas bizarre, mais bon, voilà. Je le voyais comme un truc pour garçons, pas intéressant. Ils font tous des trucs un peu, soit hyper dans l'environnement, soit hyper, trop technique et tout, enfin bon. Donc moi j'avais des sortes de préjugés sur ce qu'était l'entrepreneur et l'entrepreneuriat, et là-bas tout est explosé parce que j'ai vu des filles comme moi, enfin des filles qui travaillaient dans la robotique, une fille qui créait une machine qui permettait de mettre, du vernis en instantané, et sa machine elle était opérationnelle. Enfin vraiment j'étais en mode: «Waouh, on peut faire tout ça». Il y en avait Mmh. qui développaient, qui apprenaient à être développeuses pour, révolutionner l'industrie, c'était quoi? Des dessins animés, et faire que ce soit plus inclusif, et j'étais là: «Waouh, en fait on peut faire plein de trucs cool, quand on est entrepreneur». Enfin, nos profs nous disaient qu'un entrepreneur, c'est un rebelle qui répond tout simplement à un problème dans le monde et qui apporte une solution. Tout simplement ça. Et j'étais là: «Ah ouais, vu comme ça, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est bien parce que ça répond à un vrai problème, quoi». Donc voilà, donc j'arrête un peu les péripéties sur les États-Unis, et donc je finis mon cursus là-bas, donc il y a la Covid. Je suis obligée de rentrer en France, donc j'ai pu profiter du campus pendant 6 mois, et là je rentre en France parce que j'ai trop peur de choper la Covid là-bas et de payer super cher.
Donc j'arrive en France, donc le programme se continue à distance. Et à la fin du programme, j'ai le choix soit de retourner en cours, soit de lancer mon projet. Donc il y a plein de personnes de ma classe, soit ils ont lancé leur projet, soit ils se sont trouvés du travail, soit ils ont repris leurs études. Et donc j'ai décidé de reprendre mes études. Donc je suis retournée à la fac de Nanterre. Là j'ai fait un master 1, c'était en gestion. C'était pendant la Covid, donc il y avait le confinement, donc c'était assez horrible. Enfin, franchement, en plus, ça a beaucoup contrasté avec mes études aux États-Unis, où vraiment j'ai appris beaucoup de trucs. On faisait beaucoup de choses très manuelles, très sur le Mmh. terrain et tout. Et là, Après, j'étais tu dans vraiment la en mode, des meilleures universités du ouais, monde. ouais, Peut-être j'ai qu'on pas. passer à Nanterre sans vouloir dénigrer les facs de Paris, Oui, mais c'est ça. Ouais, non, franchement, elle était dure la pilule à avaler. Et j'ai compris pourquoi mes potes m'avaient dit, mais pourquoi t'es pas allé dans des écoles comme nous? Il y en a qui sont allés dans des super écoles, l'ENS-Ulm, HEC et tout. Et moi, je voulais pas parce que j'avais comme projet de retourner aux États-Unis. Et Ouais. donc, je me suis dit, si je repaye encore une école de commerce, déjà que les États-Unis, ça coûte cher, non, je retournerai pas aux États-Unis. Et donc, je me suis dit, je voulais faire un truc gratuit, quoi. Et donc, après ça, à la fac, bon, ils me proposent de passer en M2. Je finis même major de promo. Mais j'ai tellement détesté le cursus que j'ai décidé de pas y aller. Et donc, j'étais en stage à Orange, parce qu'à la fin du M1, il fallait faire un stage. Donc, j'ai trouvé un super stage Orange, dans les fintech et tout, donc le transfert d'argent, Trop bien. principalement vers l'Afrique. Et donc à la fin, je leur dis, moi, mes projets, que j'ai envie de retourner aux États-Unis, mais que, en gros, le master que je vise, il faut 3 ans d'expérience professionnelle et il faut qu'au moins j'ai un M1. Donc M1, c'est coché. Maintenant, il faut que j'ai 3 ans d'expérience professionnelle. Donc je leur explique ça et mon directeur me dit, écoute, si tu veux, on te garde l'année prochaine. Soit on te fait un contrat, un CDI, soit on te fait autre chose. Donc il me propose de rester plus longtemps. Donc je lui dis, CDI, ça m'intéresse pas, parce que je me suis dit, si j'ai envie de faire mon projet à côté ou continuer à faire des choses à côté, ça va pas m'intéresser. Et donc là, il me dit, écoute, je peux te faire une alternance. Et donc là, j'accepte. Et il me trouve une école, chose assez peut-être étrange, mais c'est Mmh Orange mh. qui me trouve une école. Le On processus était inverse. C'est ça, on était fin août et j'avais pas d'école. Et donc il m'envoie une liste d'écoles auxquelles je peux postuler. Donc je choisis une école et puis il m'emmène, puis je vais là-bas. Et donc je fais une alternance pendant 1 an dans une école qui s'appelle Paul Léonard de Vinci. OK, à La Défense? Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc c'était mieux déjà qu'à Nanterre, mais j'étais pas non plus dans l'extase totale, mais c'était mieux. Et donc voilà. Et donc j'ai eu mon M2 fin septembre. Il y avait mon dernier cours, donc voilà, je suis diplômée d'un master 2 je suis manager du marketing digital, je crois que c'est ça. Voilà. Ok, trop bien. Et du coup, étudiante marron, c'est arrivé, les publications sur Insta, etc. Oui. Ça arrive à quel moment dans tout ça là? Alors étudiante marron, c'est arrivé dès mon retour des États-Unis. Donc quand j'étais aux États-Unis, enfin quand je suis rentrée pendant le confinement, donc moi pour trouver mon stage, moi j'ai postulé à 4 offres en 2 semaines. J'ai été prise dans 3. Donc je me suis dit bon, voilà. Et ensuite je voyais qu'il y avait tout un sujet, une problématique sur la précarité étudiante, qu'on en parlait beaucoup et j'étais là en mode ah ouais. Et en même temps qu'il y avait plein d'étudiants qui se retrouvaient sans stage, sans alternance, qui galéraient. Et moi je savais qu'il y avait quand même des entreprises qui embauchaient et j'arrivais pas à comprendre ce décalage-là entre des étudiants genre comme moi qui avaient trouvé plein de stages qui, en tout cas, c'était pas une difficulté, et d'autres étudiants qui galéraient à en trouver. Et en fait, j'ai remarqué que c'était souvent le même type de profil, parce que du coup, j'ai commencé à faire des entretiens. Donc, j'avais fait ça pendant 2 mois. J'ai interrogé 100 personnes, et en fait, de profils variés au début. Et ensuite, j'ai remarqué que les problématiques étaient tout le temps les mêmes, surtout sur les personnes issues de la diversité, donc les personnes noires, arabes, euh, tout le temps les mêmes types de problématiques, et surtout beaucoup sur une grosse détresse au niveau de l'emploi. Donc il y en Mmh. avait beaucoup qui disaient: «Je vais pas valider mon master 1 parce que du coup, j'ai pas trouvé de stage, je suis dans la galère, je sais pas comment faire». Et j'étais Mmh. là: «Mais j'étais là: «Mais fais-moi voir juste ton CV ou fais-moi voir, qu'est-ce qui va pas». Et de là, je regardais, j'étais là: «Ah mais il faut qu'ici tu fasses ça et tu fasses ça». Et genre en 1 semaine, la personne après elle trouvé un emploi. Mmh Et mh, j'étais là: mmh. «Mais c'est pas». Elle était là: «Merci, tu m'as trop aidée». Et j'étais là: «Mais pourtant c'est pas si, Ouais, ouais. moi je comprenais pas comment les gens savaient pas les infos que je connaissais. Mmh. Et donc je commence à en parler autour de moi, donc tout le monde me dit: «Mais non, ça sert à rien de faire des posts sur ça, de faire une page Instagram, où tu donnes des conseils, tout le monde connaît des conseils comme ça, enfin, qui connaît pas ça?» On est quand même en Ouais, 2021, on était en 2021. En ouais. 2021, tout le monde sait comment on cherche un emploi.
Et moi, j'étais là quand même, j'ai quand même l'impression que tout le monde sait pas faire ça, non, quoi. Et donc, je me suis, contre toute attente, contre tout ce qu'on me disait, j'ai commencé à dire, bah non, au début, je postais juste des profils inspirants. Et j'ai commencé petit à petit à poster des conseils CV, lettres de motivation et tout. Et j'ai vu que là, ah ouais, il y avait beaucoup de gens qui disaient, ouais, merci, grâce à ton poste, j'ai pu trouver tel emploi. J'ai commencé à faire des webinaires, et les gens ils me disaient tout le temps, ouais, merci, ça m'a trop aidé. Et je voyais beaucoup de gens qui trouvaient derrière des stages, des alternances et quelquefois même un CDI juste après avoir vu mon post ou juste après avoir assisté à un webinaire. Et donc j'ai dit, bah voilà, je vais continuer à poster ça. Et c'est comme ça que ma communauté, elle a grossi. Et grâce au confinement, je pense que le confinement a joué pour beaucoup. Parce qu'il y Mmh. avait une grosse détresse et comme tout le monde était à la maison, ça a fait que beaucoup de gens se sont abonnés à ma page. D'ailleurs, même moi, ça m'a un peu dépassée quand même. Quand j'ai dépassé, j'étais un peu dépassée. Et bon, je me suis retrouvée comme ça, là, avec une grosse communauté à gérer, Mmh. beaucoup de sollicitations, parce que j'ai remarqué que les gens, quand ils cherchent de l'emploi, ils te sollicitent énormément. Enfin, vraiment, c'est, des fois, c'était même infernal. J'arrive sur mon Instagram et là, je vois 100 DM. Oh là, oh là là, je voulais même pas regarder. Mmh, Mais mmh, j'étais mmh, là, mmh. mais c'est ingérable, je vais pas y arriver. Et j'ai eu quand même la chance d'avoir, je travaille avec j'ai un associé qui s'appelle Stéphane. Donc lui, il travaille aussi avec moi sur ce projet-là. Donc on était quand même deux. Et donc ça m'a permis quand même de diviser le travail et de plus en plus de continuer à poster. Donc c'est tout au long donc j'ai fait ça quand je suis rentrée durant le confinement, premier confinement. Donc à peu près mars 2020. 2020? Ouais, je crois, ouais, c'est ça. Et jusqu'à maintenant. Voilà. Et au début, c'était très très timide, hein, parce que j'étais en mode, tout le monde sait ça, tout le monde me disait: «Mais tout le monde connaît ça, tu rien aux gens en faisant ces posts-là». Bon, ça paraissait peut-être méchant, mais vraiment les personnes de mon entourage, en fait, savent tous trouver un emploi. Et donc ils Ouais, partaient du principe que tout le monde est au courant. Alors OK. que non, moi je leur ai fait réaliser que non, on fait partie des rares qui savent. Mmh, Et mmh, donc il y mmh, mmh, a tout un pan de la population, en France qui mmh. ne Ouais. savent pas et surtout les jeunes, en vrai, c'est ce qui paraît logique. Quand on est Mmh. jeune diplômé ou qu'on sort du bac, on est en bac+1, bac+2, bac+3, personne nous te l'apprend ça. Mmh. Donc c'est sûr que tu y arrives pas. Dès le début, Mmh. en tout cas, tu sais pas dès le début qu'il faut faire ci et ça. On a des cours, genre vite fait, tu as toujours un prof qui dit: «Faut te créer un LinkedIn et mettre à jour ton Ouais, CV», tu vois? non mais c'est pas pratique. En fait, c'est pas pratique du tout. Quand on te dit: «Il faut que ton» par exemple, quand on te dit moi, c'était des remarques qu'on me faisait, c'est pour ça qu'après mes posts, je me suis assez améliorée. C'était: «Oui, on nous dit souvent, faut faire une lettre de motivation concise, qui soit, précise», mais en fait, les gens savent pas ça donne quoi, en fait, concrètement? Et en fait, les gens ont besoin d'exemples concrets et donc c'est ça que j'ai commencé à mettre en place. C'est en montrant des exemples. Quand ils ont un exemple, les gens s'en sortent beaucoup mieux que si tu leur dis: «Faut que ça soit concis». Bah, concis, ça veut dire quoi? C'est Mmh. abstrait pour les gens, donc ils savent même pas ce que c'est être concis. Ouais, je m'en souviens avoir, en fait, m'être un peu formée toute seule à la tâche, tu vois? Il y avait les livres, de l'étudiant, il t'apprenait à écrire des CV, des lettres de motivation très classiques, mais en fait, c'était des trucs qu'on t'apprenait jamais en cours, genre, tu vois? Je vais dire un truc tout simple, sur LinkedIn, on critique beaucoup les lettres de motivation, mais en fait, qui sait vraiment écrire une lettre de motivation? Genre vraiment. J'avais appris des techniques vous, nous, je, tu vois? Des trucs comme ça ou tu sais comment articuler ta lettre de motivation, à faire une accroche pertinente, et après en fait, la première lettre de motivation que j'ai écrite, bah, en fait, je savais pas trop comment faire. En fait, j'ai demandé à ma sœur, qui m'a filé ses lettres de motivation parce qu'elle, elle avait réussi à trouver des stages, et en fait, mes premières lettres de motivation sont vachement inspirées par celles de ma sœur, et au fur et à mesure, j'ai trouvé tu sais, tu un truc de le personnaliser, c'est aussi montrer ta personnalité, et donc j'ai réussi à personnaliser un peu mes lettres, les adapter en fonction de ma cible. Il y a un truc de marketing, hein, dans une lettre de motivation, tu vois? À qui tu t'adresses, comment tu construis, il y a un copywriting et cetera, et en fait, ça, c'est des trucs que j'ai appris sur le tas en plusieurs années, tu vois? Et en fait, au fur et à mesure, quand genre je rencontrais des étudiants pareil qui disaient: «Bah, j'ai une lettre de motivation à écrire» et cetera, et que moi je disais: «Ah bah, c'est simple en fait, tu fais ça», mais en fait non, c'est pas simple, ça fait 3 ans que je suis en train de taper dessus, tu vois? Et c'est trop dommage, et je trouve ça injuste dans le sens où, heu toi comme moi, on a de la chance d'être bien entourés, d'avoir une famille qui sait faire des CV, des lettres de motivation, sauf que c'est pas le cas de tout le monde. Donc en fait, c'est toujours les mêmes qui vont avoir, des difficultés pour trouver un taf, tu vois? Mmh. Alors même que souvent, ils ont les qualifications requises Ouais, et tout à c'est fait. dommage de rater son truc parce qu'en fait, tu sais pas que quand tu postules en ligne, il y a un robot qui analyse ton CV, enfin bon, il y a Mmh. plein de trucs à savoir comme ça, mais Ça, je l'ai su l'année passée, tu vois?
Mmh, L'année mmh mh. passée, j'ai su qu'il y avait, des robots qui lisaient les CV, les lettres de motivation et C'est qu'en fait, ça. ils faisaient une Bien sorte de tri. recherche SEO, en fait, avec des Ouais, mots-clés c'est ça. qui Ouais. recherchaient dans ton CV et que si tu avais pas un certain pourcentage de mots qui ressortaient, tu étais next, tu vois? Et j'étais un peu étonnée et en fait, il y a plein de trucs comme ça. Il y a un sorte de secret autour du recrutement aussi qui est pas forcément très sain, un peu de ce pouvoir de l'information aussi et je trouve que c'est important de le diffuser justement pour pouvoir un peu, réduire ces inégalités qui sont quand même très persistantes, tout au long de la vie étudiante et après dans la vie professionnelle. Tout à Donc fait. donc voilà et tu disais que tu recevais plein de DM de gens qui te demandaient, des choses. Comment tu as géré ça? Est-ce que tu prenais toutes les demandes? Franchement, j'ai trop mal géré ça. Donc j'arriverai pas à donner la meilleure réponse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout envoyé à mon associé. Donc c'est Stéphane qui répond parce qu'en fait, moi, j'ai du mal à gérer tout ce qui est le quand on me sollicite énormément, ça fait beaucoup pour moi d'un coup. En plus, des fois, il y avait des situations urgentes, tu vois? Il y avait des personnes Ouais. qui me disaient, «Si je trouve pas mon stage d'ici 2 jours, je dois quitter mes études» et moi, j'étais là: «Oh mon Dieu, mais quelle pression, Mmh mh, mmh mh, mmh. Non, je pouvais pas, c'était trop. Donc, donc c'est pas moi qui gérais tout ça. Donc c'était plutôt Stéphane. Et il a plutôt très bien géré. Donc lui, il répondait aux messages, il expliquait des fois aux personnes que bah voilà, me laisser 2 jours pour les aider, c'est pas possible. Enfin, que je pouvais pas non plus en 2 jours, des fois un jour, des fois une après-midi. Enfin, c'était. Donc il y avait des situations vraiment urgentes. Certains même s'adressaient à moi, ils savaient pas comment payer leurs frais de scolarité. Ouais. Enfin, je savais pas comment gérer tout ça. Donc j'ai justement simplement délégué à quelqu'un qui savait le faire. Voilà, Mais finalement, ça te donnait une grosse charge mentale alors qu'en vrai, tu c'est avais ça. aucune obligation de répondre à des gens qui s'y prenaient enfin, qui demandaient de l'aide 2 jours avant. C'est ça, ouais, ouais. Et ça m'a beaucoup, c'est là que j'ai appris qu'il y avait une sorte de culpabilité. C'est fou, hein, j'avais une culpabilité quand je répondais pas ou quand je répondais pas assez vite ou même quand je postais pas. Et OK. ça m'a un peu stressée et c'est pour ça que souvent sur ma page Instagram, il y a des moments où j'avais disparu. Genre je postais plus pendant un mois parce que j'étais tellement, pas très bien que je préférais prendre un peu des distances et puis, prendre un temps pour moi et ensuite revenir quand j'allais mieux. OK. C'est, heu, c'est un point intéressant et donc avec Stéphane, c'est Stéphane qui s'occupait un peu finalement de faire le SAV, j'ai envie de dire. C'est ça. Mmh mh, Mais mmh. comment vous êtes rencontrés? Comment vous vous êtes dit, «Travaillons ensemble sur ce projet-là»? Alors c'était, bah, quand j'étais aux États-Unis, je parlais du projet Ergol. Voilà, j'en parlais, en plus j'en parlais qu'à des filles, mais personne, aucune de mes amies ou personne de ma famille ont trouvé le projet intéressant. Et donc il y a eu Stéphane. Lui, il avait trouvé ça intéressant et il avait dit, «C'est vrai, j'en ai parlé à mon coiffeur» et enfin, il était dans un salon de coiffure et je lui parlais du projet et donc c'était un camarade de ma promo, en fait, Stéphane. Donc quand j'étais aux États-Unis, on a gardé le contact et là, je lui raconte mon projet et il dit: «Bah, écoute, je vais en parler là tout de suite à des coiffeuses». Donc il en parle à voix haute et tout le monde dit: «Ah mais oui, c'est trop intéressant, c'est trop bien, nin donc il y a une sorte d'émulation là en direct qui s'est passée et il m'a dit: Mmh. «Bah, écoute, moi ça m'intéresse. Vu l'émulation qu'il y a, je comprends rien aux cheveux». C'est sur les cheveux afro. Il a dit: «Je Mmh. comprends rien, mais écoute, vu tout, comment les gens s'exclament et tout là, ils sont trop contents, bah, écoute, moi ça m'intéresse, de te rejoindre dans ce que tu fais». Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc on est passé de Ergol à, étudiante marrant. OK. Mais au final, tu nous as même pas expliqué, Ergol, ce que c'était le projet. Mmh. Raconte-nous vite fait le but du truc. Alors Ergol, l'objectif c'était de créer une intelligence artificielle qui permettait de déjà reconnaître les cheveux afro, frisés ou crépus et ensuite de faire, des matchings avec des produits, capillaires qui correspondaient. Et par exemple, en gros, ce qui était intéressant dans notre produit, c'est qu'en gros, la personne, elle arrivait, non seulement la l'intelligence artificielle était censée reconnaître son type de cheveux, si elle le savait pas, donc la porosité, tout ça. Et 2, ensuite, la personne devait rentrer son objectif. Son objectif, c'était de gagner de la longueur. Si c'était de faire que ses cheveux soient plus fins, d'avoir des boucles plus définies. Et en fonction de ses objectifs, bah, l'algorithme cherchait le produit capillaire qui répondrait le mieux aux besoins de son cheveu. Voilà, OK, c'était ça le Ergol. le projet ouf, je comprends Mmh. l'émulation. Genre moi Mmh. en tant que noir et Mmh en mh. ayant des sœurs et enfin une sœur et des cousines, tu vois, qui cherchent toujours le bon produit pour leurs cheveux, Mmh, mmh, le mmh, pro mmh, mmh. le projet ouf, vraiment, genre l'idée Voilà. ouf. Mmh mh, Il y mmh. avait il y a un vrai problème à résoudre, je pense. Ouais, de C'est ouf, en ça. fait, tu es toujours là avec ta pote, tu vois, ta pote qui a plus ou moins
et les mêmes cheveux que toi et machin, et tu là en mode: «Eh, c'est quoi ton produit à toi? Ça te fait un Mmh. joli rendu et tout machin et tout». Tu là, tu sur toi ça marche pas, tu dégoûté et tout parce qu'en Mmh fait vous avez mh. pas vraiment le même type de cheveux. Enfin, je je compatis, mais ouais, trop franchement trop ouf le Voilà. projet. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu beaucoup d'émulation et en même temps, il y avait à un moment, il y avait les coiffeurs qui nous aimaient plus trop. Parce qu'ils se disaient: «Mais si du coup tout le monde fait son type de cheveux, pourquoi ils iraient chez le coiffeur?» Mmh. Donc c'était intéressant aussi de voir les peut-être le fait que les coiffeurs étaient un peu réticents à utiliser ça, donc on avait créé une gamme pour les pros, carrément un truc qui permettait aux professionnels d'utiliser notre technologie et un Mmh. truc pour le B2C, enfin bon, c'était bien, mais finalement, on s'est dit qu'on voulait se focaliser sur les vrais problèmes parce qu'on interviewait les gens, ils nous disaient tout le temps: «J'arrive pas à trouver un emploi, j'arrive pas». Les cheveux, ils en avaient rien à faire. Et donc on s'est dit: «Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On reste sur les cheveux ou on va vers le vrai problème que les gens rencontrent aujourd'hui?» Mmh. OK. Et donc aujourd'hui, on a dit tout à l'heure ta page Insta, elle a plus de 18 000 abonnés, c'est ouf, tu produis énormément de contenu. On te voit quasiment quotidiennement, hein, finalement Oui, sur la plateforme? je me suis calmée ces 7 derniers jours, je fais des vacances, mais oui, je poste, tout 2 fois par jour là, en ce moment. OK, donc ouf. Comment tu Mmh mh. t'organises dans cette création de contenu? Alors pour m'organiser, ce que je fais, c'est que moi, en fait, moi, comme je suis quelqu'un qui travaille le soir, bon là, je suis réveillée le matin parce que j'essaie de changer un peu mes habitudes, mais normalement, je suis très productive de 16:00 à 2:00 du matin. OK. Et donc moi, c'est là que je fais la majorité du travail, je fais les stories, les posts, tout, mes vidéos et tout. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'envoie tout le travail que j'ai fait. Par exemple, le matin, il faut poster. Souvent, on poste vers 8:00. En fait, c'est pas moi, c'est Stéphane. Donc des fois, on OK. travaille ensemble, on se rejoint le soir pour faire, soit le post du soir, mais moi, la story, je la fais la veille, enfin la veille. Ensuite, j'envoie à Stéphane et lui, Stéphane, comme il est très matinal, lui, il le poste le matin et moi, ensuite, je prends un relais l'après-midi et c'est moi qui gère ça. Voilà. OK. Et Ouais. au niveau pour tout ce qui est, trouver des idées, élaboration du calendrier éditorial, comment Mmh. comment vous fonctionnez finalement? En fait, moi, je consomme énormément de contenu. Bon, malheureusement, du coup, ça fait ça. Donc, je consomme beaucoup, beaucoup de contenu, que ce soit sur TikTok, Instagram. Donc, je suis tout le temps en train de scroller, de regarder des bonnes idées, machin. Donc, Mmh. de faire de la veille. Mmh. Je crois que je dois faire de la veille 3 à 4 heures par jour. C'est moi culpabilisant de dire qu'on fait de la veille, qu'on scrolle sur les réseaux. Oui, oui, c'est moi qui fais le nombre de bah, après, c'est un peu différent parce que j'analyse vraiment et Ouais. j'ai un outil comme ça que j'ai créé sur Canva où en Mmh fait mh. j'analyse tous les posts aussi que j'ai faits, qui ont marché, pas marché. Donc vraiment, c'est un truc, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un truc très, détaillé quoi, très minutieux. Là, en ce moment, on a payé même un coach, tu vois, OK. américain qui nous aide à optimiser et tout. Ça faisait un moment qu'on stagnait un peu et là, il nous a forcé un peu à reproduire ce qui marchait déjà très bien sur notre compte et donc ça marche bien cette stratégie. On a gagné déjà, je crois qu'on a gagné déjà, je crois même 600 abonnés juste en Mmh faisant mh. cette stratégie donc on va continuer comme ça et jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc voilà, donc moi je fais du contenu au jour le jour, surtout le contenu vidéo. OK. Je fais ça au jour le jour, mais par contre on planifie ce qu'on va faire par exemple, on va se prendre dimanche ou samedi avec, Stéphane et on va se dire: «OK, dans la semaine, tu vas poster telle vidéo», donc tous les sujets de la semaine sont posés, Mmh mh. avec les idées de post aussi, qu'on va Mmh mettre mh. le matin et ensuite, c'est à moi de créer sur tous les contenus vidéo. Quand je peux pas faire les contenus, pas vidéo ou images, c'est Stéphane qui prend le relais. OK. C'est comme ça qu'on fait. Donc moi, je poste, mercredi à dimanche et Stéphane, il poste du lundi au mardi. OK. Les Vous fonctionnez Et à il la gère semaine? les stories, voilà et on est sur TikTok, donc c'est pas évident OK. et maintenant on fait des shorts aussi. OK. Ok. Est-ce que tu as des tips à donner là comme ça pour des gens qui sont sur Insta, je sais pas, peut-être quand poster, enfin je pense que ça dépend de ton audience aussi quand poster, tu vois. Mmh. Euh, la régularité, le nombre de posts par semaine, genre vous fonctionnez comment enfin, est-ce que tu as des tips, des trucs comme ça à donner? Enfin, je dis Mmh. Insta, mais TikTok aussi, si tu as des Mmh. tips, je suis très chaud. Moi, je dirais pour Insta, au début, de commencer à son rythme. Parce qu'au début, bon, c'est pas beau enfin, je trouvais qu'il y avait pas non plus beaucoup d'abonnés et tout, donc c'est pas évident de se mettre dans un rythme, éreinté dès le début, donc poster à son rythme et une fois qu'on sent qu'on commence à tenir des posts qui fonctionnent bien, bah là, commencer à poster un peu plus fréquemment. Donc, un peu plus fréquemment, ça peut être, nous, on avait commencé on faisait 2 posts par semaine, tu te rends compte?
Déjà 2, on trouvait ça beaucoup. On faisait 2 posts par semaine. Ensuite, on est passé de 2 à 3 par semaine. Ensuite, on est passé de 3 à 4. Enfin, vraiment, on a fait ça progressivement. Et au fur et à mesure des besoins, en fait, plus nos abonnés nous disaient on veut, on veut, on veut, et plus on se disait ah peut-être qu'il faudrait faire un post supplémentaire dans la semaine, quoi. C'est vraiment comme ça qu'on y est allé. Après, quand je dirais, si par contre on est dans une optique où on veut vraiment avoir beaucoup, beaucoup d'abonnés et pulvériser d'un coup, moi vraiment, je trouve que poster une fois par jour, ouais, c'est le minimum. Ok, même le week-end, tu comprends dans les Ouais, fois par jour. il y aura des moments où il y aura moins de. Nous, on voit très bien, nous, c'est nos temps un peu down, c'est le lundi, le vendredi et le samedi. Parce que les gens, en fait, bon, le lundi te tient. Je sais pas vraiment pourquoi le lundi. En tout cas, le vendredi, je peux comprendre, on sort. Le samedi aussi, on a d'autres trucs à faire. Mais on passe quand même parce qu'on a quand même des gens qui s'attendent à nos contenus. Mmh. Voilà. Et Donc, quand tu dis poster, ça peut être juste une story, par exemple, ou c'est vraiment une publication dans le feed? bah moi, j'irai une publication dans le feed. Mais par contre, la story, c'est un bon point ce que tu l'évoques, parce que je trouve qu'il y avait une période où en fait où je postais pas trop, mais le fait de poster en story, ça permettait de garder un dynamisme. Je connais même une Ouais. fille, son compte Instagram, il ne grossit que avec ses stories. Elle poste quasiment plus. Donc en Ouais. vrai, la story, ça peut être un moyen de gagner en tout cas de rester attractif. Mais ce que je trouve dommage avec la story, c'est que c'est seuls tes abonnés qui voient la majeure partie des cas. C'est que déjà Mmh. tes abonnés qui le voient. Et tu Mmh. vas très rarement avoir de nouveaux abonnés via tes stories. C'est pour ça que je dis que c'est Mmh. mieux de poster dans le feed parce que tu peux arriver sur Explorer et quelqu'un peut cliquer sur ton post Tout et à ça peut te fait. faire des abonnements. Donc bon, c'est juste ça. Voilà. Donc moi je dirais de poster Mmh. dans le feed, mais c'est vrai que la story, si on veut pas que son compte il décline, c'est pas mal de Ouais. rester actif en story. Il y a un petit framework, AARRR Mmh. sur Insta. Je suis une grande fan de Yann Leonardi et maintenant Moi j'analyse tout aussi. en art. Mmh. Et en fait, quand tu analyses Insta, en fait, tu vois que vraiment c'est ficelé comme ça, en fait, que tu as différentes manières d'arriver sur un compte, des manières dont tu vas les revoir à chaque fois, donc ça va te suggérer là, 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 machin, parce que tu as consommé ça, tu vas t'abonner. Après, tu auras les stories qui vont apparaître plus ou moins, en première, donc tu vas plus ou moins cliquer dessus. Plus tu cliques, plus elles apparaissent en première et cetera Mmh et mh. en fait, après, quand tu crées du contenu, il faut jouer un peu sur tout ça et faire en sorte que les gens aient envie de cliquer à chaque fois, sur ton compte, sur tes publis, aient envie de slider et cetera. Mmh mh mh. Et peut-être dernier 2 derniers conseils, ben, faire des posts où nous, ce qui nous a vraiment changé, c'était de faire des posts qui soient vraiment focalisés sur comment on fait concrètement, des actions, des choses qu'on peut faire concrètement, qu'on peut tout de suite, refaire soi-même. Mmh. Donc ça a été le fait de des fois mettre des exemples concrets, de lettres de motivation ou des exemples concrets de ce à quoi ça ressemble un CV, un bon Mmh. CV. Et la dernière chose, c'est au niveau du titre, l'accroche du post. Nous, en fait, on reprend souvent les mots que notre cible utilise. Voilà. Ouais. Donc l'accroche, c'est pas, comment enfin, par exemple, dans nos trucs, c'est on va pas mettre, les bonnes questions à poser en fin d'entretien au recruteur, non. On va dire: «Arrête avec tes questions bidons. Voici ce que tu dois dire». Voilà, nous, on va vraiment utiliser le vocabulaire que les gens vont se dire, enfin, qu'ils utilisent Mmh et mh, qui mmh mh. et là, ils vont se dire: «Ah oui, ça enfin, je m'y reconnais et je vais cliquer dessus». Et c'est comme ça que je trouve nos posts aussi fonctionnent bien parce qu'on fait Mmh. des accroches qui leur parlent. Mmh. Tu viens juste de définir le copywriting, c'est magnifique. Mais oui, en fait, c'est, construire son compte Instagram, pour sa cible et avec sa cible, du coup, pour ton cas et donc aujourd'hui, ton étudiante marron, c'est devenu, une entreprise, en fait C'est et ça. qui a trouvé un modèle économique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, comment c'est passé d'un compte Insta quand même assez gros à Mmh. une entreprise avec un, business model derrière? Alors ça a été grâce à, déjà une personne, bon déjà nous, pas une Mmh. personne, nous 2 parce qu'on a fait des recherches, mais nous on pensait plutôt qu'on ferait du B2C et OK. au final on a rencontré, en fait à force de parler de notre projet à des personnes, de le pitcher, on a pu rencontrer quand même Valdy, hein. OK. Et le projet on lui a parlé de notre projet, de ce qu'on voulait faire et il a dit: «Mais attendez, ce que vous faites, ça me rappelle une entreprise qui fait ça aussi et je pense que vous pourrez carrément vous lancer dans le recrutement. Pourquoi vous visez forcément que le B2C? Faites du B2B». Parce qu'on lui avait dit qu'il y avait des entreprises qui venaient vers nous
mais on savait pas quoi faire de tout cet écosystème. Donc nous, on a Étudiante Marron, c'est principalement des étudiants, des jeunes diplômés. On a des entreprises qui viennent et des grosses entreprises, du type Salesforce, Google, enfin, vraiment, il y a vraiment des grosses entreprises. Mmh, mmh, Et mmh. il y a même des écoles, comme des écoles de commerce, comme Audencia, tout ça. Et on se dit, mais enfin, on n'avait pas trop compris l'écosystème. On se dit, pourquoi il y a ces grosses pointures-là qui sont là, et Mmh, pourquoi il y mmh. a nos étudiants. Et donc lui, il a fait le lien assez logiquement. Il nous a dit, arrêtez de penser que vous êtes comme une plateforme où vous faites rencontrer plusieurs besoins. Donc il y a les Mmh. étudiants qui, eux, cherchent les codes professionnels, mais cherchent à ce qu'on leur aide à faire leur CV, lettre de motivation. Mais in fine, qu'est-ce qu'ils cherchent? De l'emploi. Et de l'autre côté, c'est tout à fait normal que vous ayez des entreprises qui, eux, s'intéressent à votre vivier. Et en fait, Mmh. pourquoi ces entreprises-là, elles s'intéressent à nous? Parce qu'il y a plein de comptes qui existent, tout ça. Parce qu'en fait, nous, on concentre des talents bien spécifiques. C'est des talents issus de la diversité. Donc, on a plein de filles. Donc, c'est ça qui les intéresse. Et en fait, les entreprises ont toute une problématique à ce niveau-là. Ils savent pas comment attirer ces profils-là dans leurs entreprises. Et nous, on était loin d'imaginer ça. Et donc, en fait, le fait d'aller sur notre compte et de nous dire: «Bonjour, est-ce qu'on pourrait faire un atelier avec vous? Bonjour, est-ce que vous pourriez, repartager telle offre?» En fait, ça leur permet d'atteindre ces gens-là. Et nous, on l'avait pas forcément vu. Et donc, c'est comme ça que, avec justement les insights que Valdi nous a donnés, et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire au niveau du recrutement, et du recrutement des talents issus de la diversité dans ces boîtes-là. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, au lieu de vendre nos services à des étudiants, alors que bon, c'est vrai que ça serait mieux de pas taxer les étudiants, pourquoi pas vendre aux entreprises le fait d'avoir accès à ces talents-là. Mmh. Et là, boum, en plus, ça peut être plus cher. Et là, boum, on a compris notre business model, et maintenant, on est à fond sur ça. Donc là, on est en train de restructurer toute notre base de données. Ça qui est un peu dommage, c'est que quand tu te rends compte du business model après, il faut que tu restructures, Aïe. il faut que tu remanies tout. Donc là, on est en train de refaire une meilleure base de données. Donc là, on a trouvé le bon outil. L'idée, c'est aussi un peu d'automatiser, mais avant d'automatiser, on va d'abord faire nous-mêmes un peu à la main, mais en tout cas avoir une bonne base de données. Là, même le site, j'avais fait un site internet, du coup, vu que maintenant on est sur du recrutement, j'ai dû l'enlever, on recommence tout. Mmh, 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 mmh. Et donc là, en fait, on est dans une démarche où en fait, toutes les entreprises qui venaient vers nous, on va les recontacter, et l'idée, c'est vraiment que ils nous envoient leurs offres, qu'on soit rémunéré via leurs offres, que si on place des talents au sein de leur boîte aussi, on puisse être rémunéré. Mmh, mmh, mmh. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus rentable pour nous, et c'est un bon business model parce que finalement, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'entreprises qui soient nos clients. Je pense que rien que 2 entreprises, c'est des 2 grosses, ça nous Mmh. suffit pour générer de bons revenus. Donc Mmh. voilà. Et super intéressant, en tout cas, ce que tu viens de nous dire. Finalement, Valdy vous a un peu aidé à trouver, où est-ce qu'était le plus gros de votre valeur, finalement, et C'est ça. ce sur quoi vous deviez vous positionner pour, Mmh mh, mmh. aspirer, on va dire, ce côté B2B et générer le product market fit, et en plus avoir, finalement, Mmh mh, mmh. et vous je pense que ça vous a aidé aussi à trouver un peu la tarification la plus avantageuse, finalement. Mmh mh, Parce mmh. que valeur est liée à la valeur est liée à la stratégie de prix, et parfois on Mmh va se mh. vendre d'une manière qui va nous pousser à ne pas augmenter notre prix, alors qu'en vérité on apporte une valeur qui est beaucoup plus importante. C'est super intéressant. Moi je suis grave, une grande dada des enfin des cases sur, la tarification, parce que c'est un truc super dur, et en fait, tu as plein de théories assez intéressantes en vérité qui peuvent te permettre de 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 positionner tes prix, mais quand tu es sur du service, là, on est sur un vrai casse-tête. Sur du produit, quand tu as les coûts de production et cetera, ça va, on n'est pas sur un truc trop casse-tête, j'ai l'impression. Mais quand on passe sur du service, c'est vraiment un truc un un casse-tête pas possible. Mais moi, pour avoir bossé dans le recrutement aussi, c'est sûr que les entreprises, elles ont besoin, tu vois. Elles ont besoin de talents, elles recherchent beaucoup et elles sont prêtes à payer, ça c'est Mmh. évident. Nous, la problématique qu'on avait, c'était au niveau étudiant, en fait. Genre, si tu veux, moi, quand j'ai rejoint, en fait, pour raconter rapidement, je bossais dans une boîte qui s'appelait Esli. En gros, on plaçait Ah oui! on plaçait des Mmh mh. stagiaires et des alternants, du coup, dans des boîtes, tu vois.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'on pensait que les entreprises, elles allaient être réticentes parce que ça allait être en mode, ouais, je vais pas payer pour un stagiaire ou un alternant ou quoi. En fait, tu te rends compte que elles sont toutes en galère, les boîtes, qu'elles Mmh arrivent pas à mh. recruter. Nous, on n'avait pas le côté diversité que toi t'apportes et qui est très niché et qui fait ta différence, tu vois. Donc vraiment, Mmh. on essayait d'aider tout le monde et je pense que c'était peut-être aussi là notre erreur. En fait, on voulait faire les trucs trop bien et aider trop de gens en même temps. Sauf que aider tout le monde, ben, on n'était pas vraiment niché quelque part. Et au final, on touchait vraiment tout le monde, dont les étudiants qui, honnêtement, n'avaient rien à foutre. Mmh. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que les boîtes, elles avaient un vrai pain, elles avaient vraiment besoin, tu vois. Donc en vrai, ça, ce côté-là, Valdi, il a totalement raison, t'inquiète pas, les boîtes, Mmh elles vont mh. payer sur ça, il n'y a pas de Mmh mh, souci. mmh mh. Mais plus le côté étudiant, toi, t'as l'air d'avoir une belle commu, donc en vrai, j'y crois de fou. Nous, on avait un problème niveau étudiant, c'était, bah, il y en a qui venaient te voir en me disant, avec les mêmes problématiques que toi, tu vois, ouais, j'ai vraiment besoin d'aide, sinon, si j'ai pas mon alternance, je peux plus Mmh. rentrer à l'école, etc. Et quand tu les aidais au maximum, derrière, ils faisaient plus d'efforts, tu vois. Ah ouais, Et non. on se donnait énormément pour ces gens-là. Et au final, le retour était pas au Mmh. rendez-vous, tu vois. Mmh mh, Donc, mmh. ce qui a fait qu'au final, bah, ça a pas vraiment marché. Mais sauf que toi, par contre, là où il y a une différence, c'est que toi, t'es niché. T'as une vraie commu. Tu vois, t'as commencé par créer cette vraie commu avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et je pense que les gens, du coup, ils ont vraiment confiance en toi et ils savent que tu vas vraiment leur apporter de l'aide, tu vois. Donc, bref, petit aparté, en fait, juste pour dire que d'un point de vue entreprise, Valdi il a 100% raison. C'est sûr que les boîtes vont payer. Nous, là, tu me parlais de Google, Salesforce, etc. Nous, on avait des clients qui étaient beaucoup plus petits, type des startups où il y avait à peine 10 salariés, tu vois. Et ça payait quand même, tu vois. Donc en vrai, non, non, franchement, la partie P2B, Valdi, il a 100% raison. Et on était comme toi, tu vois, on voulait pas faire payer les étudiants. On voulait pas faire payer le côté, euh, enfin, pas le côté entreprise, mais l'autre côté, qu'on avait trop du mal avec ça. Et le business model, en fait, il est là, quoi. Il est là à 100%, les entreprises elles vont payer, et sur ça, il n'y a aucun doute. Vraiment zéro doute. Là où quand même, il y a quand même un aspect des culottes marron où on fait payer les étudiants, c'est par exemple, on a quand même des demandes où quand c'est express, ça veut dire on nous demande: «Oui, on a besoin d'aide dans l'express et tout». Donc là, on va mettre en place, des formules express pour aider les étudiants. Donc ça, c'est des choses qu'on va par contre automatiser, donc je suis super contente. Parce que souvent les gens viennent nous voir souvent à la dernière minute. Et ça va rester quand même accessible, mais je tiens à ce que quand même les gens payent, parce que j'ai remarqué que quand je fais des choses gratuitement, parce qu'on avait déjà testé de mettre gratuit, les gens le font pas ou le négligent. Alors que lorsque l'on fait payant, les gens ils sont beaucoup plus sérieux. Surtout les étudiants, surtout quand ils payent, ils sont Mmh très mh. sérieux et ils sont C'est très assidus. exactement ça, ouais. Voilà. C'est pas le même degré d'engagement quand tu Mmh. passes ta carte et quand tu passes pas ta carte, en fait. C'est ça. Dans un premier Mmh. temps et quelqu'un qui est prêt à passer sa carte, Mmh c'est mh. aussi quelqu'un qui est au-delà du fait que tu touches à son portefeuille, c'est aussi quelqu'un qui est prêt à mettre les efforts, en fait. C'est très Qui est symbolique motivé, ouais, et qui est carrément. motivé et qui va aller jusqu'au bout. Moi, je suis grave aussi dans un truc du style: «Oh non, faut pas faire payer les étudiants», mais en fait, je sais pas, il y a plein de trucs pour lesquels les étudiants payent, on n'a jamais rien C'est dit, tu ça, vois? on est pas Et dans un deuxième temps, c'est qu'il faut comprendre que, toi-même, en plus, en étant étudiant, tu l'as fait en étant étudiante, tu apportes de la valeur et au bout d'un moment, en fait, tout travail mérite salaire et mmh mh. c'est un condensé d'informations et d'expertise que tu as. Bah, ce que tu fais gagner, c'est un truc super précieux, c'est du temps. C'est ça. Donc tous Mmh. les étudiants pourraient arriver à, savoir postuler et cetera, mais ça leur prendrait du temps et donc ce qu'ils achètent aussi, c'est ton expertise et tout le temps, toute Mmh. ton expertise que tu as réunie, tu la vends, en fait, tu vois? Et si Mmh tu mh. si c'est comme pour les formations, en fait. Tout le monde peut se former tout seul avec tout ce qui existe sur Google aujourd'hui, tu vois? Mmh mh. Mais quand tu achètes une formation, c'est que soit tu vas avoir accéder à une expertise très précise qui est rare, soit si tu en fait, tu pas envie de prendre le temps d'aller à droite, à gauche, de tester des trucs gratuits et cetera et donc tu vas directement chercher la personne qui connaît et qui va te former. Mmh Donc mh. c'est vrai que mon mindset, il a pas mal changé en peu de temps et en découvrant des projets comme les tiens, finalement Mmh et mh. super cool et en termes tu dirais qu'en termes, au-delà du fait que tu sois très niché, en termes de contenu à proprement dit, Mmh mh. de format de contenu peut-être et cetera, qu'est-ce qui, tu penses, te différencie des autres? Des autres créateurs de contenu, qui éventuellement Mmh. créent du contenu sur le recrutement ou sur les études et cetera? Mmh. Moi, je pense qu'ils me dissocient. D'ailleurs, c'est drôle parce que maintenant je commence à inspirer les autres à faire comme moi. C'est Mmh. parce que je leur donne, les vrais outils. Tu vois, Mmh. souvent les gens, quand ils postent, ils veulent pas tout de suite, étaler leurs connaissances, se dire: «Bah non, ça c'est les gens quand ils vont me payer, je vais leur expliquer ça». Moi, je le donne, gratuitement le contenu. Donc souvent les gens ont accès au vrai contenu
auxquels ils peuvent s'attendre si, par exemple, ils vont payer un professionnel qui va les aider. En fait, il va leur faire ça. Donc je leur donne vraiment la vraie matière. Après, comme c'est des postes, c'est toujours condensé et c'est jamais vraiment personnalisé. Mais je dirais ce qui me dissocie, c'est de mettre les choses de manière concrète et c'est des choses que tout le monde peut appliquer ou même s'inspirer. Enfin moi, j'ai pas de souci à mettre ma lettre de motivation. J'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai mis ma propre lettre de motivation à moi dans un post et les gens, ils ont littéralement juste à s'inspirer de ma lettre de motivation. Et contrairement à ce que les gens pensent, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit: «Mais faut pas faire ça, après tout le monde va faire comme toi et du coup, tout le monde aura accès». Mais il y a de la place pour tout le monde dans le marché et surtout, ma lettre de motivation, les gens sont pas bêtes au point de copier texto, tu vois? Ils vont toujours s'approprier la chose et surtout, ma lettre de motivation à moi, elle est tellement personnelle. Enfin, moi dedans, j'ai mis que j'ai gagné 50 000 à un concours entrepreneurial. Bah, ils vont pas mettre ça. Donc eux, ils vont juste s'inspirer de la forme que j'ai utilisée et peut-être de ma manière d'écrire et ensuite ils vont se l'approprier et en fait, ça fait jamais les mêmes lettres de motivation. Ça crée toujours de nouvelles lettres de motivation et c'est ce que les gens comprennent pas. Donc il faut mettre des exemples, il faut faire du concret pour que les gens puissent s'inspirer et tout de suite mettre en pratique. Moi, quand je fais mes posts, mon objectif, c'est que la personne, elle a son téléphone à côté, elle voit mon post et juste à côté, elle commence à faire son CV. C'est vraiment fait ou sa lettre de motivation. C'est vraiment fait pour que les gens puissent faire pareil. OK. Ouais, ouais, je vois totalement. C'est super intéressant, ce que tu dis, mais parce que, finalement, en délivrant beaucoup de valeur, enfin, tu as trouvé où est-ce que tu pouvais aussi, créer du business à côté, en fait. Il y avait peut-être une Mmh, prise de risque, finalement, en délivrant autant de valeur et c'est une mmh, question que beaucoup de personnes, d'entrepreneurs qui basent, leur business, en partie, leur stratégie sur la création de contenu se posent, genre: «Est-ce que je délivre pas trop de valeur?» Moi, c'est une question mmh. que je vois souvent revenir chez certains entrepreneurs, tu vois? Et c'est intéressant de voir comment toi, justement, ça t'a servi, Mmh mh. dans ce projet. On arrive bientôt vers la fin. J'ai une petite question en vrai. Pour toi, avec toute ton expérience aux États-Unis, en France, confiné, pas confiné, pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients à entreprendre quand tu es étudiant? Moi, je dirais le temps. Le temps. Parce que souvent, on peut manquer de temps ou même des fois, son projet peut prendre tellement le pas sur, ses études que des fois, ça peut même déstabiliser, ses études, quoi. Moi, je l'ai vu, j'ai quelques exemples d'étudiants qui font ça et j'ai quelques ratés, hein, dans mes étudiantes marron, où en fait, elles étaient à fond dans un projet et ça a fait qu'elles ont raté leurs études et donc elles se retrouvent déscolarisées. Donc enfin, là, c'est vraiment des exemples extrêmes, mais parce qu'elles étaient tellement à focus sur leur projet qu'au final, ça a déstabilisé leur projet, scolaire et ça fait que maintenant, comme elles ont plus de projet scolaire, elles sont complètement elles veulent plus travailler sur leur projet donc je dirais vraiment le temps, bien savoir gérer, trouver un équilibre entre ses études et son projet et ouais, le temps, tu dors moins des fois quand tu as un projet par rapport aux autres étudiants. Tu as moins de temps à passer à réviser aussi, tu alloues moins de temps parce que des fois, il y a ton projet à côté et je dirais que vraiment c'est ça la principale difficulté. OK, en fait, la principale difficulté, c'est de venir challenger, son organisation et savoir mettre des priorités sur son projet ou ses études à certains moments. Mmh mh, mmh mh. OK. C'est dur à faire, je trouve. Et est-ce que tu aurais quand même un avantage, tu vois, à citer pour entreprendre quand tu es étudiant? Parce que du coup, le temps, ouais, c'est vrai que Mmh mh. en vrai, si tu gères mal, c'est dangereux. Mmh. Mais est-ce que tu as un petit avantage à donner? Ah bah oui, il y en a même plein. C'est un booster, ça booste ton employabilité, hein. Quand tu mets: «Ouais, je suis suivi par, 18 000 abonnés, j'ai fait ça, ça, ça» et que tu arrives dans une boîte, tu as des choses à dire par rapport aux autres étudiants qui ont peut-être pas cette expertise-là. Mmh. Deuxième chose, je trouve que ça te dissocie des autres. Ça te donne quelque chose d'unique parce qu'un étudiant qui a un projet à côté ou qui est entrepreneur, il se dissocie totalement des autres étudiants parce que la majorité n'ont pas de projet. Donc ça fait que tu es quand même un peu une perle rare et les gens aiment bien ça. Et 3, faut pas oublier qu'en France, il y a toute une tendance aussi entrepreneuriale, hein. Enfin vraiment, il y a de plus en plus même les personnes, qui sont enfin moi dans mon équipe par exemple, c'était tous il y avait mon manager ou autre, eux ils ont pas forcément fait de l'entrepreneuriat, mais eux ça les intéresse énormément, ils travaillent avec des incubateurs, ils aiment bien justement que les jeunes, fassent des choses à côté et tout et donc ça va totalement dans la logique un peu où la France commence à être de plus en plus, Mmh. elle est, je sais pas, à booster l'entrepreneuriat, à être quelque chose un peu, on va dire, tendance. Il y a un peu cette tendance-là. Je pense que Marley l'a compris en cofondant la Founders Night.
Et en 100%. organisant, des soirées, pour networker et pour, Mmh mh. mettre en avant l'entrepreneuriat français finalement? J'ai bien résumé la chose? Et c'est exactement ça. OK, nickel. Mmh mh. Mais, il y a une petite question qui me revient moi, parce que l'entrepreneuriat, c'est une histoire qui date pour moi et qui commence à dater plutôt et je me dis enfin, il y a toujours un truc qu'on m'a dit, c'est que l'entrepreneuriat fait peur aux recruteurs parce qu'ils ont peur que tu partes ou que tu te mettes en full time sur ton projet. Mmh mh. Qu'est-ce que tu dis à un étudiant ou à un jeune diplômé, qui a peur que son projet entrepreneurial fasse tâche et qui le cache? Il y a beaucoup de personnes qui cachent à leurs employeurs ou à leurs Mmh recruteurs le fait qu'ils sont entrepreneurs à mh. côté. Bon, moi, j'avoue, je l'ai pas caché. Au contraire, c'était un bonus. Mmh. Mais, moi, je dirais que non, quand tu es jeune, diplômé, ça fait pas peur aux recruteurs que tu as un projet à côté. Au contraire, ils se disent, «Ah bah, du coup, il a d'autres compétences, d'autres qualités, il y a d'autres choses à montrer». Donc Mmh. ça fait pas, vraiment peur aux recruteurs parce que franchement, si tu arrives à être étudiant et qu'à côté, tu arrives à gérer déjà ton projet, Ouais. ils se disent pas qu'en bossant avec eux, tu vas te mettre, principalement en danger. Surtout Mmh. que même si c'est le cas, si tu as réussi à combiner tes études et tout, c'est que tu arrives quand même un petit peu à gérer ton temps, à savoir quand même tes priorités. Sinon tu en serais pas Mmh. là. Donc non, vraiment, il faut pas avoir peur de ça. Mettez-le en bien au contraire, faut bien le mettre en avant parce que c'est quelque chose qui est très apprécié et même dans le monde de l'entreprise, je vous dirais même que ça commence à bouger. Moi, rien que mon service à moi, il était pensé un peu comme une start-up. Ça veut dire Ouais. qu'on itérait beaucoup et donc Ouais. c'est quelque chose qui était très le fait que j'ai un background entrepreneurial, ça a été très apprécié, quoi. Parce Mmh. que c'est un peu des fois, on faisait un peu à la mano, c'était des fois des trucs, fallait être un peu débrouillard et donc ils ont Mmh. bah, le fait que je sois très débrouillarde, ils ont bien aimé parce que ça faisait qu'ils étaient pas tout le temps, sur mon dos à chaque fois en train de m'aider, ils savaient que je pouvais me débrouiller. Et autre chose, dans le monde de l'entreprise, maintenant, il y a beaucoup de nouveaux types de contrats. Il y a beaucoup de gens qu'on prend en freelance dans les boîtes. Il y a aussi tout ce qui est l'intrapreneuriat. Je sais pas si vous Ouais, connaissez un peu. tout à Donc fait, on ouais. peut aussi être moi, j'ai discuté avec quelqu'un à Orange qui était intrapreneur. Donc lui, sa boîte a été détenue à 50 par Orange, je crois et lui, il avait ça en quoi avec les autres associés, ils se partageaient l'autre pourcentage Mmh. et donc il développait tout ce qui était lié à parce dans certains pays en Afrique, il y a pas de les noms de rue, il y a pas de nom de rue et donc pour OK. déposer des colis, c'est très difficile parce qu'on sait pas où vraiment déposer et donc en fait, eux, ils permettent de créer des sortes de balises qui permet aux à des personnes qui livrent, aux livreurs, Mmh. bah, de savoir exactement, précisément où les poser. Mmh. Donc eux, ils ont développé ça avec Orange et donc ils ont la sécurité de l'emploi, donc ils sont salariés, ils reçoivent un salaire tous les mois et à côté de ça, bah, ils peuvent avoir le fait de développer leur propre projet et si ça Mmh. marche, bah, bénef pour eux, bénef pour Orange. Si ça marche pas, bah, ils risquent pas d'être au chômage, quoi. Enfin, Oh, c'est top. donc vraiment C'est top. c'est aussi top, donc faut pas se dire que le monde de l'entreprise, ils vont détester l'entrepreneuriat, bien au contraire. Ils Mmh. aiment bien ça et surtout si on est une personne qui gère très bien les choses, il y a pas de raison pour qu'ils soient, inquiétés. Après, il faut pas commencer à travailler sur son projet, quand on est censé travailler. Oui, 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 bien sûr. Mais c'est vrai que l'intrapreneuriat en soi, c'est un bon entre-deux, tu vois, quand t'es un peu Mmh. dans le doute à te dire est-ce que si je quitte le salariat, ça va pas être trop dangereux ou quoi, tu vois. Mmh, mmh mh. En vrai, être entrepreneur, ça peut vachement aider les personnes à se lancer. Après, tu vois, il faut toujours le bon projet, parce que là, tu vois, le Mmh, projet dont mmh on mh. parle, c'est un projet qui pourrait potentiellement bénéficier à Orange, tu vois. Mmh, mmh Mais mh. tous les projets ne vont pas bénéficier à Orange non plus, tu vois. C'est Donc, en vrai, ça. il faut trouver le bon projet avec la bonne boîte qui serait prête aussi à financer, etc., tu vois. Mais c'est un bon entre-deux. Mmh mh. Petite question supplémentaire pour toi. La question que tu nous as dit ne pas vouloir. Et j'ai cru que j'y réchapperais. Non, pas avec nous. C'est quoi pour toi un étudiant entrepreneur du coup? Comment tu définirais ça? OK. Alors pour moi, un étudiant entrepreneur, c'est un é bah, ça finalement, c'est pas si, finalement, c'est un étudiant lambda. Sa particularité, c'est juste qu'il s'est rendu compte qu'il vivait dans un monde où il y avait plein de problèmes et qu'il s'est dit: «Bah, tiens, et si, j'apportais une solution à un problème?» Voilà. Donc c'est un étudiant qui a pris conscience qu'il vivait dans un monde où il y avait une se pas mal de problématiques et à ce sens-là, je dirais que c'est même un étudiant qui a un peu plus de maturité que les autres. Parce que souvent quand tu es étudiant, tu es dans ton guidon, tu es un peu dans ton monde d'étudiant, ouais, les études, mon diplôme et tout, mais l'étudiant entrepreneur, il voit un peu plus loin que ça. Il voit, qu'il vit dans une société et qu'il y a des problèmes autour de lui, il y a des choses qui vont pas et lui, il essaye d'y résoudre donc voilà, ça serait
Carrément. pour moi, cette image-là, Je l'étudiant valide entrepreneur. la définition. Je pense qu'en plus, il n'y a pas vraiment, tu vois, de bonne définition sur ce qu'est un entrepreneur ou ce qu'est un étudiant entrepreneur. Je pense que chacun a sa vision des choses, mais j'aime beaucoup la tienne. Euh, et là, du coup, si imaginons que, enfin, aujourd'hui, tu aides quand même beaucoup de personnes. Si Mmh. demain, je te ramène un étudiant qui a envie de se lancer, ou Mmh. quelqu'un qui nous écoute là qui a envie de se lancer, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais pour y aller là? Qu'il a rien à perdre et qu'il essaye, voilà. Qu'il essaye, qu'il fasse toutes les erreurs possibles, qu'il essaye, mais vraiment quand on est étudiant, on a vraiment rien à perdre et je trouve même que c'est la meilleure période pour entreprendre parce que, bah, souvent les études, en plus, faut se dire la vérité, c'est pas non plus hyper sexy et je trouve que le fait d'avoir un projet, des fois, ça permet aussi de faire des liens entre ce qu'on apprend et ce qu'on va concrètement utiliser, dans la vie de tous les jours. De vraiment, de le faire, de tenter et de voir si ça le plaît ou pas. Voilà. Mmh. Ouais, Surtout carrément. surtout pour les personnes qui ont pas d'alternance ou qui ont Mmh. pas forcément beaucoup de stages, ça peut les mettre dans le bain direct et je dirais même que, pour les personnes qui, genre, sont en alternance, en fait, ça apporte encore plus de valeur parce que Mmh même si mh. parfois ça fait peur à votre boss parce que vous bossez encore sur des trucs à côté alors que le rythme d'alternance est Mmh assez mh. chaud, bah, en fait, si vous avez, je sais pas, signé un contrat de 2 ans et qu'au bout d'1 an, en fait, vous avez acquis plein de nouvelles compétences que vous pouvez mettre au profit Mmh de mh votre mh. travail, aujourd'hui en entreprise et c'est top, en fait et je parle en Mmh. connaissance de cause parce que c'est ce qui m'arrive et c'est ce qui m'est arrivé, en fait et donc en fait, c'est top parce que vous arrivez, vous avez travaillé à côté et puis votre boss s'en rend compte et dit: «Bah, maintenant, c'est toi qui vas prendre le lead sur ce sujet-là parce que, Mmh bah, mh j'ai vu mh. que tu étais capable», et cetera, hein. Mmh mh mh. Et l'un des meilleurs hacks, c'est même de faire une alternance dans bon, de préférence dans une grosse boîte, de Mmh mh. voir tout ce qui va pas dans le service et puis à la fin, de dire: «Bah, écoutez, je vous vends mes services, qu'on je connais certaines personnes qui ont fait ça et franchement, ça marche bien. Moi, j'ai failli faire ça, bon, ça marche bien. C'est Mmh ouf. mh. Tu fais un audit, pendant 1 ou 2 ans C'est et à la ça, fin, tu leur dis: tu es «Voilà». là, tu bosses avec eux et ensuite tu dis: «Bah, écoutez, moi je fais ma boîte dans ça, 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 je vais vous aider dans tel aspect et tel aspect et si c'est Mmh. pile poil les problématiques que rencontre la boîte, bah, faut pas dire non». Allons-y. C'est tout Voilà. bénef. Trop bien. Carrément. Et juste pour revenir sur ce que tu as dit, parce que tu as abordé un sujet qui est important, en vrai, tu as dit qu'on n'avait rien à perdre, Mmh. et je suis complètement d'accord avec toi. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils ont trop peur d'échouer, tu vois. Mmh. Bah, ça, c'est un problème qu'on voit pas mal en France plus globalement, avec la peur de l'échec, où l'échec, c'est pas souvent mis en avant, tu vois. Mmh mh Mais, mh. euh, mais en vrai de vrai, si tu rates, qu'est-ce qui se passe? En Ouais. vrai, rien, tu vois. Au Mmh. pire, tu auras investi un peu d'argent, tu auras perdu de l'argent. Mais bon, c'est pas la mort, tu peux toujours te Mmh refaire, mh tu mh. vois. Mmh. Mais au fond, qu'est-ce que tu as raté? Rien du tout. Voilà. Moi, Mmh. j'aimerais bien qu'un jour, il y ait quelqu'un, là, je Mmh passe mh mh. un petit appel sur ce podcast, il y a quelqu'un qui Mmh a mh. raté quelque chose et que ça lui a coûté beaucoup. Je suis très chaud qu'on échange et que tu me dises ce que tu as perdu, tu vois. Mmh mh Parce que mh. je suis convaincu qu'en fait, bah, comme tu l'as dit, en fait, il y a rien à perdre, tu vois. Mmh Il y a mh mh absolument mh. rien à perdre et au pire, tu perds de l'argent, au pire, tu perds du temps, Non, mais surtout mais qu'aujourd'hui, ça va, perdre de quoi. l'argent, pour un 1er pour un 1er projet, je vais pas dire que j'ai pas assez d'expérience ou de connaissances, mais j'ai l'impression que c'est compliqué maintenant parce que Bah tu as ouais, plein de trucs pour te backer, tu as Bah oui. plein de stratégies pour pouvoir d'abord trouver ton product market fit avant de mettre les moyens, t'as les outils heu, sont Mmh mh gratuits. mh. genre vraiment après perdre de l'argent, ça veut dire quoi? C'est genre, tu as mis de l'argent dans un projet et que tu as pas réussi à Marley, on a l'exemple, on met de l'argent dans ce projet, on met pas beaucoup, mais parce qu'on sait ce qu'on récupère, on veut pas récupérer de l'argent, on achète autre chose avec cet Bah argent oui. finalement. Mmh mh 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 mh. C'est une autre vie en fait, je pense qu'au-delà du problème de la peur d'échouer en France, il y a aussi ce problème on n'a pas forcément une grosse culture du work hard, tu vois? De travailler dur, beaucoup, contrairement à d'autres pays et après on a beaucoup de clichés sur ce qu'est l'entrepreneuriat et cetera. Alors que ça peut se faire, entreprendre, ça peut être juste d'animer une page Instagram, hein. C'est ça et C'est pas surtout, forcément un truc qui fait de l'argent. je dirais même qu'on a rien à enfin, c'est plus qu'on a rien à perdre, c'est qu'on a que à tout à Tout à gagner. Enfin gagner. vraiment, Mmh. moi j'ai fait étudiante marron avant même que ça soit ce que je fasse là. J'ai essayé que ça soit une marque de thé, enfin non mais rien à voir. Vraiment, j'ai fait tout et n'importe quoi comme idée et au final, c'est pas ça qui s'est fait dans le temps. Mais vraiment, ce que j'ai gagné, c'est un énorme réseau. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans à l'échelle du monde entier qui suivent ce que je fais et donc ça fait que maintenant j'ai un réseau énorme. Ça veut dire que si je vais demain au Sénégal, bah, je connais 2-3 personnes qui sont là-bas. Je vais Mmh. là-bas, je les rencontre. La 2e chose que ça m'a permis d'avoir, c'est des potentiels clients
parce qu'en gros, il y a beaucoup de personnes qui ont suivi, des professionnels, mon évolution sur, mon compte Instagram et autres, et ils m'ont dit: «Bah, c'est impressionnant, moi j'aimerais bien que tu fasses pareil avec mon compte». Mmh. Et donc ils sont prêts à payer ça très cher parce qu'ils se disent: «Waouh, on a suivi l'évolution et c'est incroyable». Donc en fait, j'ai même eu des clients potentiels dans tout ça, et en plus un énorme réseau maintenant, de plus de 300 personnes. Donc et si je compte pas mes abonnés, 300 personnes, c'est que les pros, hem et mes abonnés, bah, 18 000 personnes à l'échelle internationale, puisque j'ai des abonnés, au Sénégal, au Cameroun, au Congo, et j'en ai aussi un peu partout en Europe, en Belgique, voilà. Donc j'ai même des personnes à Londres, donc je suis très contente. Ouais, donc en fait, il y a vraiment tout à gagner, quoi. Il y a vraiment Ah rien oui, à il y a perdre et tout tout ouais, à gagner. c'est ça. Ok, 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 très inspirant. Là, on arrive de toute façon vraiment sur la vraie fin de l'épisode. Mmh. On a juste une dernière question pour toi. Où est-ce qu'on te retrouve, du coup? Bah, alors j'ai des réseaux sociaux, maintenant j'en ai plusieurs. Donc déjà, bah, principalement Instagram, donc étudiante marron, tout attaché, donc étudiante comme une étudiante et marron comme la couleur, tout attaché. Sur, TikTok, toujours le même nom, étudiante marron. Donc sur, TikTok, la différence, c'est que je fais beaucoup plus de conseils sur, c'est plus pour les jeunes diplômés. Donc c'est beaucoup tourné sur le VIE, sur le travail en fait à l'international. Donc sur Instagram, suivez-moi si vous voulez vraiment des conseils sur les CV, l'aide de motivation, les entretiens, vraiment, c'est vraiment le compte dédié pour ça. Et sur TikTok, plus pour les jeunes diplômés qui aimeraient avoir une expérience à l'international, voilà. Et sur YouTube, mais pour l'instant, je fais que des shorts. Ça arrive, mais je fais que des shorts. Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube, et toujours le même nom, étudiante marron, tout attaché. Trop bien. Ok, trop bien. T'as un petit site aussi ou pas? Alors non, je suis en train de le refaire. Donc Ok, je n'ai pas de... ok. Bah, de toute façon, je pense que t'en parleras sur les réseaux, quoi qu'il arrive. C'est Mmh. ça. Et on remettra tous tes liens en barre d'infos. Très bien. Carrément, trop cool. Et ben écoute, merci beaucoup pour ton temps et pour tous ces conseils. Franchement, c'était cool, j'ai vraiment apprécié l'échange. Et, Moi aussi. et on se dit à très vite du coup pour un prochain épisode. Très bien. À très vite et merci beaucoup. Merci. Ciao. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si c'est le cas, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi et à nous laisser une note sur ta plateforme d'écoute. On adore échanger avec nos auditeurs, donc si t'en as envie, t'as nos réseaux sociaux en description. Et on te dit à très vite pour un prochain épisode.